Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Mohamed Hamidouche, qui est un haut fonctionnaire, un ancien de. Il a occupé plusieurs responsabilités dans des banques et notamment la BAD. Il a fait une quarantaine d'années d'expert dans ces institutions et aujourd'hui, il nous a écrit un livre de référence, un livre qui est le premier à baliser le sujet sur le gazoduc africain atlantique, un livre de 170 pages et qui nous permet aujourd'hui de lancer cet échange avec lui pour nous donner les détails sur cette gigantesque, ce gigantesque projet. Alors, juste deux mots, le gazoduc traversera 13 pays sur 6 800 kilomètres. On estime le coût entre 23 et 25 milliards de dollars. Et on pense lancer les travaux, si tout va bien, à partir de 2028 pour se terminer en 2031. Dites-nous, il y a bonjour d'abord. Bonjour, cher ami. La validation par la CEDEAO de ce projet et son adoption au sommet, au dernier sommet, nous montre que le projet aujourd'hui est sur les rails. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez pour évoquer ce projet stratégique qui concerne quand même toute une zone. Il s'agit de l'Afrique de l'Ouest reliée à la Mauritanie, au Maroc et au-delà. Comme vous le savez, ce projet a été lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI avec feu Mohamedou Buhari du Nigeria le 3 décembre 2016 à l'occasion d'une visite officielle que le chef de l'État du Maroc a effectuée au Nigeria. Et ça s'est opéré à peu près à quelques semaines du retour du Maroc à l'Union africaine qui a vu le jour le 31 janvier 2017. Ce projet n'est pas le seul qui a été convenu à Abuja le 3 décembre 2016, puisqu'il y avait un autre grand projet structurant lancé par l'OCP et le secteur privé. L'OCP, c'est l'Office chérifien du phosphate, avec des opérateurs privés du Nigeria en vue de monter une usine de transformation des engrais et de production des fertilisants qui sont adaptés au sol du Nigeria pour permettre d'augmenter la productivité agricole et assurer la sécurité alimentaire dans ce pays qui a plus de 200 millions d'habitants, comme vous le savez. Alors, les études préliminaires financées par le Fonds de l'OPEP, la Banque Mais islamique de avant développement. d'entrer dans ces aspects-là, je voudrais que vous nous donniez des éléments essentiels de pédagogie pour comprendre l'ampleur d'abord du projet et comment aujourd'hui on estime que en réalité le pari du Maroc semble se réaliser en quelque sorte. Écoutez, ce projet s'inscrit dans une série de visites officielles que le roi du Maroc a effectuées en Afrique subsaharienne. Il a visité plus de 30 pays, au cours desquels plus de 1100 accords bilatéraux ont été signés. Et l'un des projets phares qui a été conclu porte sur ce gazoduc. Alors, le gazoduc a pour ambition d'acheminer le gaz des champs gaziers du Nigeria vers la façade maritime en traversant donc 13 pays, y compris la Mauritanie et le Maroc. Vous savez, comment on est arrivé au chiffre de 13 d'abord? Permettez-moi d'expliquer cela. Comme vous le savez, la CEDEAO est composée de 15 pays. Avec la création de l'AES et le départ des trois pays qui sont le Mali, le Niger et le Burkina, il en reste 12. Sur ces 12, il y a un pays qui est insulaire, à savoir les îles du Cap-Vert. Donc, Mhm. il reste 11. À ces 11, on ajoute, donc ça va du Nigeria jusqu'au Sénégal, on ajoute donc la Mauritanie et le Maroc, ça fait 13, n'est-ce pas? C'est juste pour savoir d'où vient ce chiffre de 13. C'est important de le mentionner. Oui. Alors, le projet est très long, 6 800 kilomètres. Les estimations préliminaires parlaient de 25 milliards. Ensuite, ça a baissé à 20 milliards. Après, on est remonté
à 25 milliards. Peut-être qu'il y aura un peu plus avec l'inflation, parce que ce n'est pas un projet qui va se réaliser en 6 mois. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous espérons qu'il va être opérationnel à 100% d'ici 2031, comme vous l'avez si bien dit. Alors, ce projet Je va. voudrais juste une précision. Pourquoi on a choisi le tracé offshore pour faire ce projet? Est-ce qu'il est, en termes de coût, tracé par la terre, par le sol, et on a choisi de passer dans cette dimension offshore. Est-ce que, Alors, permettez-moi d'expliquer comment le projet est structuré, comment il est conçu et comment il va être réalisé. D'abord, je rappelle qu'entre le Nigeria et le Ghana, il y a déjà un pipeline de 460 km qu'on appelle le West Africa Gas Pipeline, qui relie déjà le Nigeria au Ghana via le Bénin et le Togo. Donc, ce projet existe déjà. Et le oui, gazoduc Maroc-Nigeria va se raccorder à ce West Africa Gas Pipeline. au Alors, le tronçon. projet sera réalisé en 3 phases. La première irait du Maroc jusqu'au Sénégal en onshore sur le territoire marocain et mauritanien. La deuxième phase consistera à prolonger le West Africa Gas Pipeline du Ghana jusqu'au port de San Pedro en Côte d'Ivoire en onshore. Et la partie offshore que vous avez mentionnée tout à l'heure va consister à construire ce gazoduc sous l'eau entre le port de San Pedro et le Sénégal. Donc, il ne sera pas entièrement offshore, hein. Donc, OK. c'est un projet hybride, hein. Donc, une partie sera onshore, une partie sera offshore. Et bien entendu, la partie offshore, elle sera plus coûteuse parce qu'il faut savoir à quel niveau de profondeur de l'eau il faut descendre. Il y a aussi les questions de la sécurité maritime. J'imagine qu'on va utiliser des drones marins pour assurer la surveillance, pas seulement pour la sécurité de gazoduc, mais aussi pour Oui. assurer l'entretien des vannes, des compresseurs, etc., etc. Mhm. Alors, dites-moi, et soyez conçus pour qu'on puisse aborder finement les différents aspects. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entre dans quelle phase? C'est-à-dire que comment l'articulation va se faire? Très bien. Donc, initialement, on a démarré avec les études de faisabilité. Elles sont achevées. Donc, il y a eu l'étude d'impact sur l'environnement, l'étude socio-économique, l'étude technique, etc. Une fois qu'on a achevé ces éléments-là, l'Office national des hydrocarbures du Maroc, piloté par Madame Ben Khadra, et la NNPC ont entamé une série de négociations avec chacun des 11 États de la CEDEAO qui seront traversés par ce projet pour obtenir leur adhésion et pour signer des accords avec chacun de ces pays. Donc, il y a des Memorandum of Understanding individuels qui ont été signés avec chacun des 11 pays. Ensuite, il y a eu l'adhésion de la CEDEAO, qui est, comme vous savez, la communauté économique ouest-africaine, qui agit au nom de tous les pays membres de cette organisation, qui a également adhéré et supporté ce projet. Donc, il y a eu déjà une première validation au niveau Mhm. de la CEDEAO. Oui. Ensuite, on a négocié un accord dit intergouvernemental entre l'ensemble des pays, n'est-ce Mhm. pas, concernés par le tracé de ce gazoduc. Et Mhm. cet accord intergouvernemental devait être endossé par le sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Et c'est ce qui Mhm. s'est opéré dimanche dernier à Freetown lors du sommet de la CEDEAO. La prochaine phase consistera à faire signer cet accord intergouvernemental par la Mauritanie et par le Maroc. Et une Alors, il y a, il fois. y a- il y a- il y a une question importante, c'est que comment le montage financier va se faire, et notamment l'aspect institutionnel pour pouvoir être dans la sécurisation et le lancement du projet. Alors, vous me permettez de rappeler que lors de ce dernier sommet de la CEDEAO, il y a eu une triple décision concernant ce projet. Un, c'est la signature par les chefs d'État de l'accord intergouvernemental, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également l'approbation de la création de 2 structures. Une qui sera basée à Casablanca, c'est la société de projet qui va porter le projet de bout en bout,
Et la deuxième structure porte sur la gouvernance du projet. Il y aura un organe de gouvernance qui sera établi à Abuja, parce que le Nigeria et le Maroc, ce sont les deux pays porteurs de ce projet. Et cet organe de gouvernance, c'est lui qui va s'assurer que les politiques, les stratégies en amont soient adoptées et après mises en œuvre par cette société de projet qui va gérer tous les aspects techniques, financiers, juridiques, sécuritaires, etc. Donc, on va avoir deux structures au niveau institutionnel pour assurer la gouvernance. Une chargée de la gestion au jour le jour du projet, et c'est la société de projet qui va être établie à Casablanca, et Oui. l'autre, c'est la gouvernance, n'est-ce pas, institutionnelle du projet. Et on n'a pas réinventé la roue, hein, pour vous dire la vérité, puisque ces Ouais. modèles existent déjà Oui, avec le oui, West oui, Africa Gas Pipeline, hein. oui, les deux pays maîtres de cet enjeu et de ce projet, c'est le Maroc et le Nigeria. Alors, comment les autres vont s'intégrer, puisque ces 13 pays vont être aussi associés d'une manière ou d'une autre? Les autres pays vont être associés directement dans la gestion de ce projet parce que, vous savez, si vous prenez l'exemple du gazoduc qui traversait le Maroc, qui venait des champs gaziers algériens pour aller vers l'Espagne. Donc, le gazoduc qui traversait le territoire marocain permettait au Maroc de bénéficier de deux avantages. Un, il achetait une partie de ce gaz algérien à un tarif très préférentiel et le Maroc était rémunéré pour le droit de passage. Je crois que c'était 7% ou 9% de la valeur du gaz qui transitait par son territoire. Ben, le même procédé va être appliqué aux autres pays de l'Atlantique, membres de la CEDEAO, qui vont subir sur leur territoire la traversée de ce gazoduc. Alors, ils vont avoir la possibilité, si jamais ils décident d'investir dans des investissements portant sur la création de centrales électriques à turbine à gaz qui vont utiliser une partie de ce gaz qui va transiter par leur pays. À l'instar du Maroc, nous avions et nous avons toujours, hein, deux centrales électriques qui utilisaient ce gaz de l'Algérie. Mais une fois qu'il y a eu la rupture donc, de cet accord qui n'a pas été renouvelé après 30 ans entre l'Algérie et le Maroc, ben, le Maroc a commencé à importer. Il a utilisé le même gazoduc pour importer via l'Espagne du gaz pour les deux centrales qu'il avait. Si vous permettez, j'ajouterai que d'autres pays qui vont être traversés par ce projet ont découvert le gaz. Il s'agit de la Mauritanie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, etc. Donc ces pays aussi auront la possibilité d'exporter leur gaz. C'est pour ça, dans mon ouvrage, je parle du redimensionnement de ce gazoduc Maroc-Nigeria pour pouvoir acheminer aussi une partie supplémentaire de gaz qui viendrait du Ghana, de Oui. la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la Mauritanie, et peut-être d'autres pays, puisqu'on parle aussi de la découverte de gaz au niveau de la Gambie, etc., peut-être la Guinée-Bissau, etc. Et puis C'est n'oubliez un, pas aussi qu'au Maroc aussi, on fait des recherches pour trouver du gaz. Ah ben, si on trouve du gaz en quantité plus que suffisante pour couvrir les besoins du Maroc pour pouvoir les exporter, eh ben, on va utiliser ce gazoduc aussi pour exporter vers l'Europe. L'Europe a besoin de gaz aujourd'hui. Plaçons ça sur un plan géopolitique. La guerre en Ukraine, ce qui se passe au détroit de Dormouz impacte directement l'Europe, les pays africains, etc. Donc ce projet est devenu plus que d'actualité et tout le oui. monde, n'est-ce pas, essaie de faire en sorte qu'on accélère Alors, sa mise en qu'est-ce œuvre. qui exige ce projet en termes de savoir-faire, de technicité, et pour permettre à ce gazoduc d'avoir les effets nécessaires? Parce qu'il y a des effets directs, et puis, qu'on le voit, ce gazoduc va peser largement dans ce qu'on appelle l'industrialisation de l'Afrique. Tout à fait, ce projet va contribuer à l'industrialisation. Il va permettre aussi l'alimentation en énergie de 50% de la population de la CEDEAO, hein. Vous savez, il y a à peine 18% de la population de la CEDEAO qui a accès à l'électricité en milieu rural, contre Oui. 50% dans les zones urbaines, etc. Donc, il y a une très forte demande déjà qui existe pour soutenir un projet de cette taille-là dans tous les pays qui seront traversés par cet important projet. D'autre part, n'oublions pas que ce projet va permettre aussi
dans le cadre des lois sur le contenu local, de permettre à la petite et moyenne entreprise africaine d'être associée à sa réalisation. On ne va pas confier 100% de la réalisation de ces projets aux grands majors. Aujourd'hui, nous avons de l'expérience hein, au niveau Oui, de plusieurs pays de la sous-région. Et si vous me permettez, juste pour dire que sur le oui. plan géopolitique, vous vous souvenez que certains pays occidentaux ont essayé d'arrêter le financement de l'énergie fossile. En réaction, les pays africains producteurs de pétrole ont créé, n'est-ce pas, au Nigeria, leur propre banque, la Banque africaine de l'énergie, avec le soutien de la Banque africaine d'import-export. Et puis, permettez-moi de rappeler aussi que le 20 janvier de l'année dernière, lors du discours d'investiture du président Donald Trump, il a utilisé trois mots, drill, 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 forêt, Et forêt, forêt. Donc, il a alors, mis un terme à cette disais au politique des début, on a Occidentaux. besoin de votre éclairage parce que vous avez une connaissance notamment sur le financement. Expliquez-nous les véhicules possibles pour financer et le mode qui sera mis en œuvre. Écoutez, tout le monde pose cette question du financement. Quand on parle de 25 milliards, on pense que c'est quelque chose qui n'est pas atteignable, etc. Moi, je dis non. Hein. N'oubliez pas, je suis un ancien banquier, comme vous l'avez dit. Donc, le projet va être réalisé en mode PPP, partenariat public-privé. Il y aura des investisseurs privés qui vont être chargés non seulement de la construction, de l'exploitation, mais de la gestion aussi du projet dans le cadre de cette société de projet. J'imagine que dans son conseil d'administration, il y aura les représentants des 13 pays, mais il y aura aussi les représentants des bailleurs de fonds, ainsi que les représentants des entreprises qui vont être impliquées dans la gestion et l'exploitation du sous-projet. Permettez-moi, Monsieur Hamidouche, vous savez très très bien que le mode PPP exige beaucoup de négociations. Ça suppose un chef de file et surtout du temps pour pouvoir bétonner complètement les contrats. Expliquez-nous. Oui, on a de l'expérience. C'est un sujet que nous maîtrisons très bien, donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On a beaucoup d'expérience en matière de réalisation de grands projets d'infrastructure, n'est-ce pas, en mode PPP. Permettez-moi de revenir au projet que j'ai mentionné tout à l'heure, à savoir le West Africa Gas Pipeline, qui est réalisé aussi en mode PPP. Donc, vous avez les Oui, quatre mais pays. c'est un petit tronçon, hein. Un instant, s'il vous plaît. Non, je parle du modèle, hein. Donc, Ouais. il y a la société américaine Chevron qui assure sa gestion et son exploitation. Elle est actionnaire, elle siège au conseil d'administration. Il y a les États et puis il y a les banques régionales de développement qui ont financé le projet et tout ça. Aujourd'hui, il y a un grand engouement de la part des institutions régionales, nationales, internationales pour le financement de ce projet, notamment du Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique, etc. Donc, vous allez voir, on va même avoir des offres, n'est-ce pas, de participation qui dépassent le coût du projet, n'est-ce pas, qui est estimé à savoir 25 milliards. Et puis, n'oublions pas qu'on n'a pas besoin des 25 milliards tout de suite. Hein. Le projet, sa réalisation va s'étaler sur 5 ans ou 6 ans, n'est-ce pas? Donc, les fonds seront mobilisés au fur et à mesure de l'état d'avancement du projet. Vous avez eu l'intuition avant les autres vraiment de. Mais en réalité, votre livre, c'est une thèse de doctorat que vous avez transformée en livre. Et vous avez, on le voit dans l'articulation du livre, il y a des aspects qui faciliteront évidemment ceux qui vont travailler sur le projet. Mais dites-nous, c'est que comment vous allez pouvoir donner cette expertise pour aller plus vite dans la faisabilité et dans la manière de réussir ce projet? Écoutez, j'ai écrit ce livre-là pour permettre aux opérateurs, parce qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de souveraineté hein, dans la gestion de nos affaires économiques dans nos pays et tout ça. Donc sensibiliser les autorités politiques de nos pays, premièrement, les ministères en charge du secteur de l'énergie, les sociétés en charge de leur mise en œuvre, permettre aux uns et aux autres de comprendre les enjeux et toute la dimension économique, financière, stratégique du projet. Donc le livre constitue un véritable ouvrage, c'est comme une étude de faisabilité
Dans ce livre, vous allez trouver des chapitres qui traitent comment fonctionnera cette Oui. société de projet, comment fonctionnera l'organe de gouvernance qui a été créé, hein. Ça se trouve dans mon livre, hein. Peut-être que les gens qui l'ont créé se sont inspirés aussi de cet ouvrage-là aussi, hein, parce que j'en parle dans mes conférences, dans les articles de presse que je publie, etc. Donc, c'est un véritable guide qui va servir à tout le monde, hein, aussi Est-ce que, bien est-ce que, au gouvernement. est-ce que le gaziduc peut servir, au-delà du transport du gaz, à d'autres activités en parallèle ou c'est pas concevable? Non, il ne faut pas voir le gazoduc comme un tuyau qui va transporter le gaz d'un point A à un point B et surtout pour le donner aux Européens. Non, il va contribuer à l'industrialisation des pays de l'Afrique de l'Ouest, à la création de richesses, à la création d'emplois, à l'augmentation du coût d'accès à l'énergie à un prix abordable, n'est-ce pas? Et Mhm. c'est quelque chose de très important. C'est un nouvel écosystème qu'on va créer dans la sous-région. Il y a Oui. 20 ans, on n'avait pas d'industrie automobile comme au Maroc ou une industrie, n'est-ce pas, aéronautique. Ce sont des innovations qu'on a apportées, ce qui a amélioré euh, la croissance économique dans le pays, les rentrées de devises, la création d'emplois. Donc il y a vraiment toute une série d'avantages que ce projet va offrir à la population d'abord. Il ne faut pas penser que le projet est orienté pour résoudre les problèmes d'accès à l'énergie de la population, de contribuer à l'industrialisation. Vous savez, on a beaucoup de mines aujourd'hui qu'on exploite en Afrique dans tous les secteurs, les mines, Oui. le fer, la bauxite, l'or, etc., qui sont exportées à l'état brut depuis des années et des années. Aujourd'hui, on va les transformer sur place. Ce Mhm. gazoduc, avec les centrales électriques qu'on va créer ensemble, vont alimenter la transformation locale. La Guinée ne va plus exporter sa bauxite comme ça, hein, elle Oui, va mais exporter ça de fait 30 l'aluminium. ans qu'on répète les mêmes choses. On dit l'Afrique va transformer, l'Afrique va faire, mais Je très vais, je souvent, vais, il y a. permettez-moi de vous citer un exemple, hein. On a fait venir des opérateurs du Libéria pour voir comment on peut assurer une complémentarité entre l'industrie automobile du Maroc avec le caoutchouc, l'EVA, qui est produit par les forêts, n'est-ce pas, que nous avons au Libéria. On a demandé à nos amis du Libéria d'amener donc l'EVA, on va la transformer ici et produire, n'est-ce pas, des pneus au lieu de les importer de la Corée du Sud comme on le fait aujourd'hui. Ils ont dit non, on préfère que vous le fassiez chez nous. On a dit on est prêt. Alors on est parti avec des investisseurs pour voir comment on va importer le produit fini, n'est-ce pas, du Libéria pour avoir des pneumatiques là-bas. Ah ben, on est tombé sur le problème de l'électricité. Ils ne peuvent pas transformer les VA en caoutchouc pour faire, n'est-ce pas, des pneus pour nous les amener ici au Maroc. Alors ils nous ont dit d'investir dans une centrale électrique. On leur a dit non. Nous, on est intéressé par les pneus, on n'est pas intéressé par la manière dont vous allez construire vos pneus, etc. Mhm. Empruntez, réalisez le projet chez vous, créez des emplois chez vous, etc. Industrialisez votre pays et on va travailler dans le cadre de la ZLECAf, hein. La zone de libre-échange continentale permettra la libre circulation des produits qui sont, n'est-ce pas, fabriqués dans nos différents pays. Et On va malheureusement, le élargir. projet est tombé à l'eau. Maintenant, avec le gazoduc, si le Nigeria, ce gazoduc venant du Nigeria pourra alimenter des centrales électriques qu'on va construire au Libéria, eh ben, on va transformer l'EVA pour faire des pneus qu'on va exporter dans tous les pays qui ont une industrie automobile. On va élargir le focus pour qu'on ait une idée de la carte de l'énergie de l'Afrique. Parlez-nous d'autres projets comparables, mais et pas au niveau de l'ampleur. Mais en tout cas, est-ce que au plan de l'Afrique, comment les choses se présentent sur le plan de l'énergie, le transport de l'énergie, Très les bien. Donc, gazoducs, il, les. donc, il ne s'agit pas d'un nouveau projet sur le continent africain. J'ai mentionné le West Africa Gas Pipeline déjà qui existe, mais il y a un autre qui assure la liaison ou la fourniture du gaz du Mozambique vers l'Afrique du Sud. Comme vous le savez, Eskom a beaucoup de problèmes d'énergie, a beaucoup de ruptures du système d'alimentation d'électricité en Afrique du Sud. Donc, ils importent de l'électricité à partir du barrage d'Inga en RDC. Ça ne suffit pas. Donc, il y a un gas pipeline qui a été financé par la BAD à hauteur de 480 millions de dollars déjà. Il y a un autre projet en cours de construction entre la Tanzanie, l'Ouganda,
avec l'implication d'une société française, pour ne pas la citer, il s'agit de Total Energy, n'est-ce pas, qui rencontre des problèmes parce qu'il y a des associations de populations qu'on n'a pas consultées et qui ont porté plainte aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne contre British Petroleum, contre Total Energy, n'est-ce pas? Et les procès sont encore au niveau de la justice, etc. C'est pour ça qu'il faut toujours consulter les populations, il faut toujours communiquer avec elles pour qu'elles puissent s'approprier le projet. Si le projet n'est pas approprié par la population, il peut faire l'objet d'attaques, de destruction, de vandalisme, etc. Il y a Oui. en Afrique du Nord, comme vous le savez, les gazoducs qui alimentent l'Europe à partir donc des champs gaziers, soit de l'Algérie, soit de la Libye, même la Tunisie, qui a aussi un gazoduc sur À son l'Italie, territoire qui achemine voilà, vers l'Italie le gaz de Transmed. l'Algérie. Il y a aussi Oui. un projet entre l'Égypte et Israël, etc. Donc il y a beaucoup de projets hein, qui sont en cours. On a du gaz en Afrique, il faut le transformer. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi un autre gazoduc dont on parle de temps à autre, c'est le gazoduc reliant le Nigeria à l'Algérie via le Niger. Oui. Donc récemment, il y a eu des discussions entre les trois pays pour relancer ce projet qui a précédé celui du gazoduc Maroc-Nigeria depuis de belles lurettes, mais qui malheureusement jusqu'à présent n'a pas vu le jour pour les raisons que vous connaissez, hein, les problèmes de sécurité dans la frontière entre le Niger, l'Algérie, etc. Et ça aussi, c'est un problème parce que pour rendre le projet bancable et assurer sa bancabilité, il faut que tout le tracé soit sécurisé parce que les bailleurs de fonds ne vont pas mettre de l'argent dans un projet qui risque d'être attaqué ou détruit, etc. Donc ça, c'est un élément très important. Pour les perspectives aujourd'hui, au-delà de l'installation de cette société de projet à Casablanca et la structure de gouvernance à Abuja, il va falloir commencer à discuter avec les sociétés ils vont préparer les dossiers d'appel d'offres hein, pour la sélection des entreprises qui vont réaliser les projets par section, comme je vous l'avais dit. D'abord sur le territoire marocain et mauritanien jusqu'à Dakar et ensuite au-delà, n'est-ce Oui. pas, du Ghana vers le port de San Pedro et de la Côte d'Ivoire jusqu'au Sénégal. Donc, Oui. il faut aussi négocier avec les acheteurs, n'est-ce pas, Oui. du gaz, aussi bien au niveau local en Afrique de l'Ouest qu'au niveau international. Donc, il y a Oui. beaucoup de travail. Hein. Il y a Donc, beaucoup on développe de choses à faire. maintenant, Et en tout maintenant que cas, nous avons. merci beaucoup d'avoir été vraiment le pédagogue pour expliquer un enjeu aussi technique et aussi complexe. Je rappelle que vous avez écrit Le gazoduc africain atlantique. C'est un conte d'auteur avec une préface de l'ancien président Macky Sall. Et je pense que ce livre sera utile pour donner aux Africains une vision de la carte de l'énergie et surtout sur ce projet. Merci, à très bientôt. Je vous remercie beaucoup, surtout pour l'opportunité que vous m'avez donnée pour apporter des éclairages à vos auditeurs. Mille merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée et de bonnes vacances. Hein. Ainsi s'achève cette émission. Merci, au revoir.